seulement 2 heures de route de Washington, symbole du pouvoir et du rêve américain, une autre réalité se dévoile. Philadelphie, autrefois cité d'espoir et d'industrie, s'enfonce dans une crise humanitaire qui évoque une fresque post-apocalyptique. Mais ici, il ne s'agit pas de fiction. Ce sont des hommes et des femmes réels, plongés dans la douleur du quotidien. Le quartier de Kensington est devenu l'épicentre de cette tragédie. Autrefois terre ouvrière, il est désormais transformé en un immense marché de la drogue à ciel ouvert. Dans chaque ruelle, des silhouettes errent, prisonnières de l'addiction. Ici, si tu n'as pas de famille, tu finis par tout perdre, raconte un résident. Derrière ces phrases simples se cache une vérité brutale. Des milliers d'Américains ont été abandonnés par un système qui n'a pas su les protéger. Chaque nuit, plus de 5200 personnes dorment dans les rues de Philadelphie, sous des ponts ou dans des voitures. À l'échelle du pays, ce sont près de 800 000 Américains qui se retrouvent sans logement. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils représentent des vies brisées, des familles éclatées, des destins détournés par la pauvreté. La crise touche durement les minorités. Bien qu'ils ne représentent que 13% de la population, les Afro-Américains comptent pour près de 4% des sans-abri de la ville. Une statistique glaçante qui illustre la profondeur des inégalités raciales et économiques. Kensington est devenu le miroir de cette fracture sociale. Là où régnaient jadis les rêves d'une classe ouvrière prospère, il ne reste aujourd'hui qu'un paysage de désespoir. Au détour d'une rue, on rencontre Tom, ancien mécanicien qui a travaillé toute sa vie avant de se retrouver sans abri après la fermeture de son usine. Son parcours, loin d'être isolé, illustre l'effondrement silencieux d'une génération. Derrière chaque visage se cache une histoire similaire. Travailleurs précarisés, familles éclatées, jeunes rejetés par leurs proches, anciens détenus marqués à vie par leur passé. Pourtant, malgré la détresse, une lueur d'espoir persiste. Car si la pauvreté est le produit d'un système défaillant, elle n'est pas une fatalité. Ce premier regard sur Kensington n'est pas une fin, mais le point de départ d'une quête, comprendre, raconter et peut être agir. En arpentant les rues de Kensington, une évidence frappe. Personne ne choisit volontairement de vivre dans un tel enfer. Les trottoirs jonchés de seringues, les regards perdus des toxicomanes, les familles qui s'accrochent à des bribes de dignité, tout respire la désillusion. Ce n'est pas une histoire de mauvais choix, mais le résultat d'un engrenage où pauvreté, addiction et abandon se nourrissent mutuellement. L'économie locale illustre cette chute. À Philadelphie, le coût du logement a explosé de près de 50% en moins d'une décennie. Le loyer médian est passé d'un peu plus de $1 000 à près de $1 500 par mois. Pendant ce temps, le salaire minimum reste figé à 7,25 $ de l'heure depuis 2009. Pour un travailleur à temps plein, cela signifie un combat permanent, payer un toit ou se nourrir. Et pour beaucoup, l'équation est devenue impossible. Lisa, par exemple, cumule 2 emplois dans la restauration, pourtant ses revenus ne suffisent pas à couvrir son loyer. Elle vit dans la peur constante de l'expulsion, consciente que la perte de son appartement la plongerait immédiatement dans l'engrenage de la rue. Son témoignage met en lumière une réalité implacable. Des milliers de personnes travaillent dur, mais restent prisonnières de la précarité. La gentrification accentue encore ce cercle vicieux. Des quartiers jadis populaires se transforment, attirant investisseurs et nouvelles constructions, tandis que les familles modestes sont repoussées vers les périphéries. Le rêve américain, qui promettait ascension sociale et prospérité, s'efface, remplacé par une fracture béante entre ceux qui montent et ceux qui sombrent. À cette crise économique s'ajoute une autre menace, l'épidémie de fentanyl. Cette drogue, moins chère et plus puissante que l'héroïne, ravage des communautés entières. C'est comme un grand 8, mais sans fin, confie un consommateur. Euphorie, descente brutale, dépendance immédiate, le piège est implacable. Kensington est devenu le théâtre de cette crise sanitaire, où l'addiction se mêle à la misère pour piéger encore davantage ceux qui avaient déjà tout perdu. Dans cette spirale, l'espoir semble parfois inaccessible. Pourtant, derrière chaque regard fatigué, il subsiste une volonté de survie. La question n'est pas de savoir pourquoi ces hommes et ces femmes se retrouvent ici, mais comment une nation si riche peut accepter que ses propres citoyens soient réduits à l'errance. Car, derrière Kensington, c'est toute une société qui vacille. Lorsque l'on parle de pauvreté ou de sans-abrisme,
Il est tentant de se cacher derrière les statistiques. Mais à Kensington, ces chiffres prennent un visage. Ils deviennent l'histoire de John, vétéran de 70 ans, qui a perdu ses jambes après un gel mortel parce qu'un hôpital lui avait refusé l'admission en raison d'un couvre-feu administratif. Ils deviennent aussi le récit d'hommes et de femmes qui luttent non seulement contre la faim et le froid, mais aussi contre l'indifférence. Vivre dans la rue, ce n'est pas seulement dormir dehors. C'est affronter chaque jour une série de menaces invisibles et permanentes. Maladies contagieuses comme l'hépatite ou le typhus, agressions, humiliations, absence de soins, sans pièce d'identité ni adresse fixe, il est presque impossible de trouver un emploi, de demander une aide sociale ou même de prendre une simple douche. Cette bureaucratie impitoyable achève de condamner ceux qui ont déjà tout perdu. Et comme si cela ne suffisait pas, la présence policière ajoute une autre dimension à cette souffrance. Plutôt que d'offrir une aide, les forces de l'ordre sont souvent utilisées pour disperser les campements, confisquer des maigres biens ou chasser les sans-abri des quartiers rénovés. Les résidents de Kensington eux-mêmes avouent ne plus reconnaître leur voisinage. Commerce fermé, insécurité croissante, sentiment d'abandon généralisé, les plus fragiles paient le prix fort. Les seniors aux pensions insuffisantes pour affronter l'explosion des loyers. Les familles, dont la moitié des sans-abri sont afro-américaines, victimes de décennies de discrimination systémique, les jeunes LGBTQ+, rejetés par leurs proches, qui se retrouvent à la rue à un âge où la vie devrait commencer. Les anciens détenus, marqués à jamais par leur casier, qui peinent à retrouver un logement et replongent dans le cycle infernal de l'exclusion. À Philadelphie, 13 adultes sur 10 000 sont sans abri. Derrière ce ratio froid se cachent des milliers de vies suspendues. Chaque matin, des hommes et des femmes se réveillent sous un pont, dans un abri de fortune, ou simplement à même le trottoir, avec une seule question en tête: comment vais-je survivre aujourd'hui? Mais cette réalité ne concerne pas uniquement Kensington. Elle est le reflet d'une tendance nationale. Près de la moitié des Américains vivent de salaire en salaire, sans aucune marge en cas de coup dur. Une maladie, un licenciement, une facture imprévue peuvent suffire à tout faire basculer. Et ce qui semble lointain pour certains est en réalité une frontière fragile qui peut se briser à tout moment. Face à une telle crise, on pourrait s'attendre à une mobilisation massive des institutions. Pourtant, les réponses politiques ressemblent souvent à des pansements posés sur une plaie béante. Depuis plusieurs années, Philadelphie déploie des programmes d'urgence, système d'inscription coordonnée, financement pour des logements temporaires, partenariat avec des associations comme Project Home. Ces efforts apportent des résultats encourageants. 9 personnes sur 10 heures hébergées par Project Home restent stables après 1 an, mais ils demeurent dérisoires face à l'ampleur du problème. Le constat est brutal. Les listes d'attente pour un logement social s'étendent sur des années. Les budgets alloués par l'État fédéral ou la ville fondent comme neige au soleil. Les annonces chiffrées, souvent spectaculaires, ne se traduisent pas toujours en actions concrètes. Pire encore, certaines décisions politiques aggravent la situation. En 2024, une décision de la Cour suprême a donné aux villes la possibilité de criminaliser le simple fait de dormir dans l'espace public. Cette mesure a ouvert la voie à des politiques répressives, où l'on préfère effacer les sans-abri du paysage plutôt que de leur tendre une main. Les expulsions de campements se multiplient, mais elles ne font que déplacer le problème, repoussant les individus vers des zones encore plus insalubres et invisibles. À Philadelphie, ville dite sanctuaire, les sans-papiers sont doublement piégés. Exclus des programmes d'aide, ils n'ont souvent d'autre choix que la rue. Dans le même temps, les coupes budgétaires touchent les aides énergétiques et sociales, privant des familles entières de moyens pour garder un toit ou simplement chauffer leur logement. Les conséquences sont implacables: expulsions massives, vagues de sans-abrisme supplémentaires et un climat de peur permanente. Il serait faux de dire que rien n'est fait. Des milliards sont injectés chaque année dans des programmes fédéraux comme le EUD ou le Continuum of Care. Mais la demande dépasse largement l'offre. Il manque plus de 200 000 logements abordables à l'échelle nationale. En réalité, ce système ressemble à un filet de sécurité percé, incapable de retenir ceux qui chutent. Cette approche fragmentée, héritée de décennies d'erreurs politiques, de coupes budgétaires et de choix idéologiques,
a créé une tempête parfaite. De Reagan dans les années 1980 à Clinton dans les années 1990, chaque administration a laissé son empreinte, souvent en réduisant les aides plutôt qu'en renforçant la protection sociale. Aujourd'hui, les conséquences s'additionnent. Des millions de vies brisées et une société qui s'interroge sur sa propre humanité. À Kensington, cette réalité se lit dans chaque regard. Les sans-abri ne demandent pas la charité mais la justice. Ils réclament un droit fondamental, celui d'avoir un toit. Et tant que ce droit ne sera pas garanti, chaque discours politique résonnera comme une promesse creuse dans le vacarme de la misère. Lorsqu'on parle de solution, une idée revient sans cesse. L'accès à un logement stable est la première étape pour briser le cycle du sans-abrisme. Ce principe, connu sous le nom de Housing First, a déjà prouvé son efficacité. Offrir un toit avant toute autre forme d'assistance ne se limite pas à donner 4 murs. C'est rendre possible la reconstruction d'une vie entière. Un toit, c'est de la dignité retrouvée, un espace où la santé, l'emploi et l'équilibre psychologique peuvent redevenir des objectifs atteignables. Le modèle de Housing First a montré que loger les personnes coûte en réalité moins cher à la collectivité que de les laisser à la rue. Les hospitalisations d'urgence, les interventions policières, les frais liés à la justice, tout cela pèse lourd dans les finances publiques. Loger une personne revient non seulement à sauver une vie, mais aussi à économiser des millions. Pourtant, seule une fraction des demandeurs y ont accès, faute de financement suffisant et de volonté politique. Mais l'habitat ne résout pas tout. Derrière la crise, il y a des causes profondes qu'aucun mur ne peut masquer. Un filet social troué, un salaire minimum dérisoire, des soins de santé mentale inaccessibles et des discriminations structurelles qui enferment certaines communautés dans la précarité. Les Afro-Américains, les Hispaniques, les jeunes LGBTQ, plus ou encore les ex-détenus, subissent une double peine. À la pauvreté s'ajoutent des barrières systémiques qui rendent l'insertion presque impossible. Relever le salaire minimum pour l'adapter au coût de la vie, renforcer les aides énergétiques, réduire les listes d'attente des logements sociaux, investir massivement dans les services de santé mentale, voilà des mesures qui pourraient changer la donne. Mais ces réformes nécessitent du courage politique et une vision à long terme, 2 éléments trop rares dans le débat public américain. Pourtant, partout dans le pays, des initiatives locales montrent la voie. Des associations, des églises, des collectifs citoyens se mobilisent pour distribuer repas, vêtements, soins et, parfois, un toit provisoire. Ces efforts, aussi précieux soient-ils, ne peuvent remplacer une politique cohérente à l'échelle nationale. Ils sont la preuve que la solidarité existe, mais aussi que l'État a laissé un vide immense que la société civile tente de combler. À Kensington, chaque geste compte. Un repas partagé, une main tendue, un regard bienveillant peuvent redonner un peu d'espoir à ceux qui en ont perdu. Mais pour transformer cette étincelle en lumière durable, il faut aller plus loin. La dignité humaine ne peut pas être optionnelle, elle doit être garantie. L'habitat n'est pas un luxe, c'est un droit. La crise des sans-abri n'est pas seulement l'histoire de Kensington ou de Philadelphie. Elle est le reflet d'un malaise bien plus vaste, celui d'une société qui tolère que des centaines de milliers de ses citoyens survivent dans des conditions indignes. Elle est un miroir tendu à chacun d'entre nous. Que révèle-t-il de nos valeurs, de nos priorités, de notre humanité? Les visages rencontrés dans ces rues, Tom l'ouvrier, Lisa la serveuse, John le vétéran, ne sont pas des inconnus. Ce sont nos voisins, nos collègues, nos parents, parfois même nos amis. Leur chute n'est pas le résultat d'un manque d'effort ou d'une faiblesse individuelle, mais la conséquence d'un système brisé où l'accès à un logement, à des soins, à un revenu décent relève presque du privilège. Depuis trop longtemps, la réponse à cette crise oscille entre répression et indifférence. Déplacer des campements, distribuer quelques aides ponctuelles, voter des budgets insuffisants, ces gestes, bien qu'ils paraissent utiles à court terme, ne font que masquer l'ampleur du désastre. Tant que l'on considérera le logement comme une marchandise et non comme un droit fondamental, des milliers d'Américains continueront de glisser dans l'ombre. Mais il existe une autre voie. Investir dans le logement abordable, renforcer les filets sociaux, briser les barrières raciales et sociales qui enferment des communautés entières dans la précarité. Surtout, reconnaître que derrière chaque chiffre se cache une vie qui mérite respect et dignité.
Les exemples locaux de réussite, comme Project Home ou le modèle Housing First, prouvent qu'il est possible de reconstruire, d'accompagner et de redonner une chance. La question est donc simple, quel type de société voulons-nous bâtir? Une société qui détourne le regard ou une société qui choisit de tendre la main? Le choix ne concerne pas seulement les politiciens ou les institutions, il nous concerne tous. Car changer les choses ne commence pas uniquement par une loi ou un budget, mais par un geste, un engagement, une volonté collective. À Kensington, dans ce décor qui ressemble à un monde oublié, il reste encore des étincelles d'humanité. Des bénévoles qui distribuent des repas, des associations qui offrent des lits, des voisins qui refusent de fermer les yeux. Ces gestes, multipliés et soutenus, peuvent devenir une vague de transformation. Chaque vie compte, chaque histoire mérite d'être entendue. Et si l'Amérique veut rester fidèle à son idéal de liberté et de justice, elle doit commencer par rendre visibles ceux qu'elle a relégués dans l'invisible. Car c'est en protégeant les plus vulnérables que l'on mesure la véritable force d'une nation.